Bonjour Laurie Bacro. Caroline Leblanc. On a choisi de faire notre entrevue ici, dans ce lieu qui est symbolique pour nous. Dans le fond, c'est un lieu qui a vu le campement Notre-Dame, la naissance d'un campement qui a grossi progressivement à partir du mois d'avril 2020 pour atteindre à son maximum jusqu'à 200 tentes à peu près. Et dans le fond, qui a duré plusieurs mois jusqu'en décembre de la même année, décembre 2020. C'est un lieu qui a vu émerger des initiatives d'autogestion, de solidarité de part et d'autre, et qui s'est fait démanteler le 6 décembre 2020. Caroline, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton projet de recherche? Bien, le projet de recherche FACE, en fait, tout d'abord, il faut dire que le mot FACE signifie Force, Action, Changement et Équité. Donc, il s'agit d'une recherche participative et ethnographique par et pour les personnes en situation d'itinérance et en collaboration avec des alliés, en fait, en défense des droits des personnes en situation d'itinérance. En fait, le but de la recherche, c'est vraiment à partir de la perception, mais aussi de l'expérience des personnes qui vont habiter la rue, c'est de comprendre davantage leur réalité, mais aussi les conséquences que le non-recours peut avoir sur leur vie et leur santé. Donc, plus spécifiquement, on souhaite mettre en valeur les enjeux d'un côté, mais aussi mettre en valeur aussi les besoins, mais aussi les forces et les capacités de ces gens-là d'être et d'exister dans un tel contexte. Et toi, Laurie, en tant qu'alliée, comment as-tu aimé ton implication dans le projet FACE? Moi, mon implication, ça a été de réaliser des entrevues avec Caroline, de rencontrer les personnes, que ce soit dans les haltes à chaleur ou dans le campement. Ça a été aussi d'avoir des discussions, dans le fond, informelles avec les personnes et puis de faire des observations ethnographiques de ce qu'on observait, dans le fond, la réalité qu'on voyait. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé pouvoir donner un espace de parole à des gens qu'on entend trop peu souvent et qui ont terriblement besoin d'être entendus. Puis c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le fond à travers les entrevues, ça leur fait du bien. On a souvent entendu en fait ces mots-là. Oui, effectivement. On pouvait ressentir que les gens se sentaient vraiment considérés à leur juste valeur. Donc, le fait aussi qu'on faisait ressortir les forces aussi de leur situation, de mettre en valeur vraiment leur capacité et leur résilience. Donc, c'était vraiment intéressant. Il y a aussi, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on est un projet de recherche qui va être axé sur l'action, on a mis en place aussi des rencontres de dialogue avec la communauté pour pouvoir davantage sensibiliser les différentes instances face à la réalité des personnes en situation d'itinérance, particulièrement ceux qui ne vont pas dans les refuges. En tant que personne engagée dans le projet, qu'est-ce que tu penses que ça apporte des rencontres de dialogue que tu as assistées? Ça va apporter à court, moyen, long terme, qu'ils ont des changements, puis concrètement, des solutions, là, que ça peut... c'est que de former le monde, puis que le monde soit au courant, puis qu'il y ait des outils, puis savoir de ce qu'il y en est, là, un peu... Toi, t'aimes-tu ces espaces-là de dialogue avec les autres? C'est sûr que, mettons, comme dans le dialogue qu'on a eu, là, il y avait du monde, comme des policiers, il y avait d'autres mondes... Les policiers sont au courant là, de comment ça se passe, tout ça, mais des fois, c'est peut-être ça leur fait du bien aussi de savoir de le voir d'un autre œil ou pour pas qu'on... Mais est-ce que tu apprécies qu'on t'implique dans ce type? Oui, ben oui, c'est sûr, c'est certain. Là. Si on n'est pas là pour dire comme un peu notre mot à dire ou comment ça se passe, avoir notre version, ça n'a comme pas de sens non plus. On fait des rencontres, puis il n'y a jamais eu un itinérant qui a participé ou qui a donné son point, ou que c'est parce que ça va ensemble, il me semble. Parle-moi un peu de ton ethnographie, Caroline. En fait, on a quand même sillonné 3 quartiers durant 4 mois en période hivernale. Donc, on est vraiment allé à la rencontre des personnes qui vont habiter dans la rue. Quand on parle de personnes qui habitent la rue, c'est vraiment ceux qui soit vont habiter dans un abri ou simplement vont occuper l'espace public ou des lieux abandonnés, mais en période hivernale, qui n'auront pas nécessairement recours au refuge. Donc, la contribution des chercheurs à travers l'ethnographie a été vraiment une belle contribution. On peut entendre un extrait d'une personne qui a contribué durant toute l'ethnographie. Comment tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as aimé de l'ethnographie?
Mais c'est rencontrer les gens, être proche, découvrir des nouveaux spots, aller rencontrer, aller voir le monde, que les personnes ont besoin, essayer de comprendre les besoins, le côté santé mentale, comment ils se sentent, aller voir toutes les problématiques de vivre dans la rue, c'est quoi. Moi, en étant quelqu'un qui vit dans son camion, tu sais, je suis plus proche aussi du monde, j'en fréquente souvent, le monde de la rue. Je suis tout le temps quasiment avec eux. Ben moi, je peux te dire que ton expérience de la rue m'a aidé énormément dans cette recherche-là. On est allé découvrir des nouveaux spots. C'est ce que j'ai aimé avec toi. Yes, sir. Puis, je trouve qu'on est allé chercher une compréhension qu'on n'aurait pas eue de la même façon, juste par des entrevues. Laurie, selon tes premiers constats en lien avec la situation des femmes, est-ce que tu as observé des choses qui pouvaient être différentes? Oui, dans le fond, il y a plusieurs raisons qui poussent les femmes à ne pas fréquenter les refuges. Fait qu'on parle ici de ressources d'hébergement d'urgence, qu'elles soient mixtes ou non mixtes. Parmi celles-ci, une qui revient quand même fréquemment, c'est les agressions. Fait que ce soit des agressions dans les refuges mixtes, pour le coup, qui soient présentes sur place ou qui aient eu lieu dans le passé. Les femmes ne veulent pas aller dans les ressources par crainte de voir leur agression. On a aussi toute une partie encore question sécurité par rapport aux hommes. Par rapport aux tensions correctes qui peuvent éclater avec les autres femmes, là dans les ressources qui sont non mixtes. Puis la volonté en fait de ne pas rester trop longtemps pour ne pas être impliqué dans le fond dans des conflits qui peuvent être douloureux émotionnellement. C'est ça qu'on a constaté. Il y a aussi des enjeux qui sont plus spécifiquement liés aux modalités d'accueil. Tantôt tu parlais justement des contraintes en fait, d'horaire, etc. On nous a parlé beaucoup de faire la ligne, d'attendre en ligne. On attend tout le temps en ligne pour quelque chose. On attend en ligne pour manger, on attend en ligne pour dormir, on attend en ligne pour rencontrer une intervenante ou un intervenant. Et tout ce cycle-là est à répéter sans arrêt et peut être vraiment épuisant à la longue. Les femmes ont aussi constaté un manque de place. C'est un problème qui est connu à Montréal, le manque de place dans les ressources d'hébergement d'urgence. Elles nous ont dit que ça avait été aggravé par la COVID avec toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour la COVID. C'est quoi? On parle ici d'espacement des lits, de distance, etc., qui ont diminué le nombre de places, la capacité d'accueil, effectivement. Et ça fait partie des raisons aussi de ne pas vouloir se pointer à un refuge pour se faire dire d'aller dans un autre refuge. Fait que ce balancement, dans le fond, on comprend que c'est pas évident à vivre. Une autre raison qui a été invoquée, c'est que les séjours sont limités. Fait qu'on peut rester 4 jours, après ça, pour partir pendant 4 jours. Fait que ça fait qu'elles sont amenées, dans le fond, à se balader constamment. C'est ça. C'est quoi les enjeux que les femmes vont vivre quand ils vont habiter la rue, là, en fait? Ils n'auront pas de retour au refuge. Ouais, effectivement, il y a plusieurs enjeux auxquels elles sont confrontées. Les femmes sont sous-représentées dans la rue, ça veut dire qu'elles sont moins visibles en tout cas que les hommes. Il y en a beaucoup qui vont pratiquer l'itinérance cachée avec des stratégies de type couchsurfing, aller dormir chez des amis à droite à gauche. Les femmes qu'on a rencontrées, toi et moi, sont des femmes qui habitent la rue et qui dorment dehors. Puis on a pu constater en effet différents enjeux, que ce soit des enjeux physiques, organisationnels ou émotionnels auxquels elles font face. Un des enjeux dans le fond qu'on a observé, c'est le froid, c'est le défi de la période hivernale. Il faut savoir qu'au Québec, on peut avoir des températures qui vont jusqu'à moins 20, moins 30, parfois moins 40 en termes de froid extrême, et que ça y a aussi de la neige. Donc ça amène... Effectivement, donc ça demande un grand niveau de préparation pour pouvoir être confronté à ces périodes-là. Ouais, effectivement. Fait que parmi les femmes qu'on a rencontrées, il y en a qui dormaient juste dans un manteau chaud, qui se trouvaient un coin sur de l'asphalte sèche, qui pouvaient dormir de temps en temps sur des cartons, mais on comprend que c'est un gros défi. On n'a pas le droit de faire de feu à Montréal. Mais, en fait, il y a aussi tout le contexte de la vie de couple. Hein. Les femmes vont être plus portées aussi à être accompagnées soit d'une autre femme ou d'un homme pour pouvoir justement un peu mieux naviguer un peu leur contexte de vie. Est-ce que c'est vrai?
Ouais, ça fait partie effectivement des choses qu'on a constatées, moins tendance à être des atomes isolés dans la ville, mais on doit avoir tendance à se rapprocher de gangs, en fait, d'amis, créer des solidarités de rue, avoir tendance à avoir peut-être un compagnon pour justement les accompagner et qu'elles soient moins à risque, en fait, d'agression qui peuvent aussi se tenir. Ouais. Toi, Caroline, au niveau des campements, est-ce que c'est une réalité qui se retrouve aussi en campement pour les femmes? Qu'est-ce que tu as constaté en fait de similaire ou de différent? Mais en fait, dans les campements, ce qui était intéressant, c'est tout le niveau de stabilité qu'ils pouvaient réussir à avoir. Quand on dit stabilité, ben, je pense qu'il y a toute une communauté qui se crée autour des campements. Donc, il y a toute la possibilité d'avoir accès peut-être à de la nourriture plus facilement, à avoir du soutien aussi par les pairs, donc d'autres personnes qui vivent leur situation. Il y avait aussi davantage aussi au niveau de la sécurité. Les femmes se sentaient davantage en sécurité. Par contre, ça peut être nuancé parce qu'il y avait toujours quand même la crainte d'être davantage entouré d'hommes en lien avec les agressions, particulièrement la nuit où c'est sombre, puisque les lumières sont omniprésentes dans les lieux des campements. Donc, juste aller à la toilette la nuit, ça pouvait devenir un grand défi pour eux. Donc, effectivement, ça peut nuancer face à une personne qui va être plus, à une femme qui va être plus solitaire dans la rue, comment peuvent vraiment augmenter leur capacité. Au niveau de l'organisation, de la résistance au froid, qu'est-ce qu'on observe dans le fond de la situation des femmes en campement? Ben, en fait, c'est vraiment, quand on dit d'augmenter leur capacité, ben, ils ont plus de possibilités d'avoir des biens, puis de se créer un espace qui va ressembler davantage à un chez-soi. Ils vont avoir davantage d'outils, de possibilités de se protéger contre le froid aussi. Quand on parle du niveau de préparation, ben, la stabilité des campements, justement, amène ce niveau de préparation-là. Donc, voilà. Ouais, moi j'avais été assez impressionnée aussi pendant nos entrevues. On avait rencontré une femme qui avait été capable d'isoler sa tante, qui a été capable aussi de plein de ressources et de débrouillardise, d'aller chercher des 4 litres de purée dans le fond pour faire un système de chauffage aussi dans sa tente. Puis c'est là où on voit c'est un campement qui est plus stable, puis quand il y a une certaine stabilité, ça peut amener aussi à une organisation de résistance au froid. Elle nous a avoué dormir en bobette l'hiver dans sa tente, qui amène des stratégies de ressources plus développées par cette stabilité. Ben, c'est effectivement les constats, les plus grands constats qu'on a là, au travers toute la recherche. Là, c'est vraiment l'importance de la stabilité de ces gens-là. Là, ils retrouvent énormément de bienfaits là, au niveau de leur capacité là, de mieux se déployer dans ce contexte de vie-là. Alors, plus particulièrement en lien avec les femmes qui habitent la rue, en fait, est-ce que tu pourrais me parler un peu de comment ils vivent leur maternité pour ceux qui avaient des enfants? C'est effectivement une question qu'on a abordée avec les femmes. Parmi celles qu'on a rencontrées, en fait, les mamans n'avaient pas la garde, majoritairement pas la garde de leurs enfants. Et en fait, ça peut amener. Ce qu'on a constaté, c'est que la perte de la garde des enfants amène leur stabilité émotionnelle. Il y avait aussi la volonté de garder l'anonymat. Hein. Quand tu as parlé du non-recours au refuge tantôt, qu'ils prennent les noms, etc., puis même pendant nos entrevues, hein, nécessairement donner leur nom. C'est parce que dans le fond, il y a des dossiers qui sont toujours en cours avec la DPJ, puis elles veulent préserver l'anonymat pour préserver en fait leur vie en fait du regard de leurs enfants ou autres. On avait vu ça aussi avec des médias ou des prises de position peut-être plus publiques dans les campements quand on a des entrevues, etc. Oui, pour pas que les enfants soient informés de leur situation, mais aussi pour ne pas affecter leur dossier là, à la vie. Voilà. Bon, ben, merci Laurie pour ces explications-là. Est-ce que tu pourrais me parler davantage des forces et des capacités que ces femmes-là ont? Parce que pour nous, c'était vraiment important de mettre en valeur les forces et les capacités. Ouais. Je peux faire ça, puis tu compléteras, là, parce que je pense qu'on en a vu beaucoup au cours de nos entrevues. Mais effectivement, c'est ça, la vie dans la rue demande beaucoup de ressources externes et internes aussi pour être capable de combler les besoins physiques, les besoins émotionnels, de s'organiser. C'est qu'on a relevé comme des forces et des capacités exceptionnelles, comme par exemple
le développement de stratégies de survie, de revenir aux mêmes endroits les plus connus, celles qui sont safe, de développer des compétences sociales aussi pour éviter des situations problématiques, de développer ouais, ça, c'est la générosité aussi de prendre soin des autres, pour être capable de prendre soin de soi, d'avoir cette attention-là en fait à ce qui se passe autour d'elle. La capacité à s'entourer, on en a parlé un petit peu tantôt là, c'est de trouver une personne proche, un chum notamment, ou justement ce réseau de solidarité, d'entraide où on va s'échanger des tuyaux, où on va partager de la nourriture, où il va y avoir des lieux de rencontre, etc., qui permettent en fait de fuir l'isolement, mais aussi Et particulièrement dans les campements. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais aussi dans la rue, d'avoir ce réseau-là d'entraide. Ouais. C'est ça. Bonne capacité à gérer son budget pour certaines. Oui. C'est ça, les compétences ne sont pas communes à toutes les personnes, mais on a pu observer ça chez certaines, d'être organisées. S'organiser aussi, avoir des vêtements, hein, des beaux vêtements aussi, se gâter à travers les vêtements, ça on l'a vu aussi. Les femmes étaient portées à se gâter là, à travers des nouveaux morceaux de lin. D'entretenir une certaine hygiène aussi, effectivement, d'avoir cette apparence-là aussi, qui les protège peut-être parce qu'elles paraissent comme étant moins à la rue, donc moins vulnérables. Ouais. L'acquisition d'une expérience de vie. Oui, effectivement. La résilience. Et je pense que toutes les personnes qui habitent la rue ont une grande résilience. On doit vraiment le nommer. Ouais. Mais les femmes, effectivement, se déploient vraiment là, dans cette situation-là avec beaucoup de résilience. Aussi, ils gardent leur vigilance aussi face à d'autres contextes, particulièrement aux relations avec les hommes, parce que certaines disaient qu'il y avait quand même plusieurs hommes qui pouvaient venir à leur rencontre pour soit obtenir des faveurs ou d'essayer de les inviter chez eux pour pouvoir justement par la suite peut-être avoir des rapports sexuels avec elles. Donc ça a été quelque chose qui revenait beaucoup de rester vigilant face aux fréquentations qu'il y a. En effet, la projection aussi, de se projeter comme « Ah ben plus tard, moi je vais en appartement », se projeter dans un retour aux études. Ouais. Il y a cette force-là aussi mentale, je pense, d'être capable de se projeter vers des projets d'avenir. Effectivement. C'est une grande capacité qui revenait beaucoup à travers les femmes, vouloir avoir un appartement, donc la détermination là, de répondre à leurs besoins. Mm-hmm. Puis le sens moral, de vouloir bien faire ce qu'on doit faire, ça, de garder en fait ces valeurs-là, parmi celles qu'on a citées, etc., mais qui restent quand même le partage, qui est dans les épreuves. Oui. Ben, merci, Laurie. Merci, Caroline. C'est sûr qu'on pourrait en couvrir davantage, mais c'est important de nommer que c'est vraiment nos premiers constats de recherche. On est au tout début de notre analyse des belles discussions là, qu'on a pu partager là, avec les personnes. Donc, on pourra éventuellement vous faire part là, du restant de notre analyse. Merci beaucoup. À tout de suite pour l'échange.